Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors on parle beaucoup de la ménopause et sans doute pas assez de ce qu'on appelait avant l'andropause et que aujourd'hui on appelle DALA, un déficit androgénique lié à l'âge. Voilà. Et en effet, il y a de nombreux hommes en vieillissant qui voient leur capacité sexuelle diminuer. Alors bon, la sexualité d'un homme senior, elle va évoluer et je trouve que c'est pas mal de s'y préparer. Et c'est ce que je vous propose en compagnie de Vincent Hupertan qui est avec nous aujourd'hui, qui est à la fois urologue et sexologue. Alors, c'est une époque actuelle où on vit de plus en plus longtemps et souvent en meilleure santé, donc mieux vaut s'adapter au lieu de vouloir à tout prix ralentir le temps en restant jeune, formule qui trahit évidemment notre incapacité à accepter les années qui passent. Alors bien sûr, il y a des maladies qui ont des effets négatifs sur l'érection, mais je crois que c'est aussi un style de vie. Alors on va voir tout cela, mais j'aimerais rappeler que la sexualité, ce n'est pas spécialement toujours et encore un pénis triomphant qui doit à tout prix faire des va-et-vient rapides dans un vagin. C'est bien plus compliqué que ça et c'est ce que je vous propose qu'on voit ensemble. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. J'aimerais bien, vous messieurs et vous mesdames, me dire comment au fil du temps vous faites évoluer votre sexualité. Vincent Hupertan, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, vous êtes urologue et sexologue, ça je l'ai déjà dit. Vous êtes également l'auteur de l'Encyclopénis, un livre aux éditions Le Duc où on peut à peu près tout savoir, ce qu'on a besoin de savoir sur le pénis, sur le plan à la fois anatomique, mais également psychologique. Psychologique, physique, voilà, tout ce qui compte dans la santé masculine, parce qu'on ne la limite pas à l'érection. Donc c'est tout ce qui va autour avec les émotions, avec la maîtrise, avec tout simplement qui nous amène au bonheur. Alors, on sait que la femme, on en parle assez souvent dans cette émission, sa sexualité, elle va évoluer, elle va s'améliorer en général pour atteindre un peu le pic vers 35-40 ans. Ensuite, si elle arrive à avoir beaucoup de plaisir, elle va bien se maintenir même après la ménopause. Sinon, elle va redescendre assez rapidement pour parfois même s'éteindre totalement. On a moins l'impression que l'homme est conscient que sa sexualité doit s'adapter au fil du temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Premièrement, la sexualité, c'est une expérience individuelle. Nous avons chacun, hommes et femmes, son histoire, sa vie, sa sexualité. Et que déjà, on n'est pas des statistiques. La moyenne 35. Tout dépend des rencontres, non, etc. Bien sûr, je suis d'accord. Deuxièmement, ensuite, pour les hommes, ceux qui veulent à 40 faire comme à 20, à 60 comme à 40, 80, c'est perdu d'avance. La sexualité, elle s'adapte, elle se réinvente et en permanence, il faut accepter qu'il y a des changements physiques et hormonaux qui sont là, mais accepter que ça aussi, grâce à la maturité, on peut avoir de nouvelles expériences, plus de recul et surtout, ce qui compte pour moi en matière de sentiments amoureux et sexualité, c'est la connexion émotionnelle. Si on est en connexion émotionnelle avec l'autre, ça marche très bien. Et souvent, le jeune, il est très superficiel, c'est l'érection, c'est le va-et-vient, combien de fois, etc. Il est envahi par sa pulsion. Il est dans la construction de son ego, donc il doit avoir maîtrisé son ego. Sauf qu'avec le temps, il acquiert cette capacité à être connecté, à comprendre ce que l'autre a besoin. Et tout ça, ça mène à quoi ? À plus d'épanouissement sexuel. Donc finalement, l'âge, si on fait attention et on accepte le principe que le temps, il est là pour tous. Le temps, moi en premier, ma sexualité aujourd'hui n'est pas du tout celle que j'avais avant, quoi. Donc c'est surtout les paramètres. Et en même temps, je ne peux pas dire que je suis plus malheureux qu'avant. Vous voyez, donc c'est vraiment une question de connexion, parce que si tu es un match affectif, psychique avec l'autre, c'est l'explosion, c'est l'épanouissement des deux côtés. Alors en même temps, on sait que les jeunes hommes sont plus conscients de ce que les femmes attendent qu'avant. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? On est très dans les préjugés, on est très dans les idées reçues. Quand vous commencez, tout ce que vous savez de la sexualité, ce qu'on vous a communiqué, parce que votre expérience perso, elle est très limitée. Donc vous faites, on sait parce qu'on a dit que. Donc vous lisez les blogs, l'internet, etc. Avec le temps, on a l'expérience, les bonnes, les mauvaises. Et c'est grâce aux expériences, grâce aux rencontres, grâce aux échecs. Ce que je dis, c'est la réussite, c'est dans l'échec. The success is not the failure. Donc c'est
grâce aux échecs, aux expériences, qu'on va progresser, on va aller vers l'épanouissement. Donc, lui, les hommes sont capables d'apprendre, de ne pas rester tout le temps très dans la sexualité du jeune. Oui, parce que on sait évidemment que l'érection c'est important. Il ne faut pas non plus dire l'inverse, même s'il y a tout un courant aujourd'hui qui prône la sexualité sans pénétration. Bon, pourquoi pas, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça reste quand même un élément important dans la sexualité des couples. Mais elle va être moins immédiate au fil des années. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que... enfin, je veux dire, vous êtes urologue, donc allez-y, donnez les chiffres. C'est en 2023, on sait comment faire bander un mec. Là, on a les solutions, on a des médicales, chirurgicales, on sait comment faire. On ne sait pas comment créer l'amant parfait. C'est pas parce qu'on a une bonne direction qu'on a un amant parfait. Donc, on a des outils. Il y a la pharmacologie a fait des progrès fantastiques en manière des traitements. On peut aider à tous les âges, y compris par la prothèse d'érection. Donc, on sait comment créer l'outil. On ne sait pas comment faire un bon artisan. Oui, d'accord, mais là vous répondez pas à ma question. L'érection, est-ce que obligatoirement elle va diminuer, enfin la rapidité d'érection et la dureté va forcément diminuer pour tous les hommes, alors plus ou moins en fonction de la nature de chaque homme bien sûr, avec l'âge, oui ou non? Oui. Le temps est là. Il y a un phénomène de vieillissement des artères, nos artères, que ce soit pour le footing, que ce soit pour le sport, que ce soit pour l'érection. Il y a une perte, ce qu'on appelle le phénomène de artériosclérose et angiosclérose, c'est un phénomène naturel, que de 20 à 80, il y a une perte de la fonctionnalité. Donc la réponse est le oui. Et après, avec des bonnes ou des mauvaises habitudes, on va aller plus vite ou plus lentement. Mais finalement, on arrive toujours au même point. Après, il y a plusieurs paramètres qui vont faire que l'érection va être moins bonne. C'est d'abord, évidemment, les gènes, on va dire, pour reprendre un mot comme ça, fourre-tout. Et puis ensuite, il y a l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'alcool, la cigarette sont des hygiènes de vie négatives si on veut maintenir une très très bonne érection, par exemple. Voilà. On a les Big Five, ce qu'on appelle les grands 5, les ennemis. Premièrement, c'est le tabac, donc c'est le tabac. Deuxièmement, c'est le sucre. Et troisième, c'est le cholestérol, donc c'est tout ce qui est diabète et maladies qui sont dans l'artériosclérose. Et puis, quatrième et cinquième, c'est stress et sédentarité. C'est quasiment les maladies du 20e siècle. D'accord, donc marcher, courir, faire du sport, c'est bon pour le pénis. Non, mais il n'y a pas de muscles pourtant. Il n'y a pas de muscle, mais il y a de l'oxygène, parce que l'érection, c'est des artères. Plus on va oxygéner, mieux ça va marcher. Et on a suffisamment des études faites aux États-Unis. On a comparé les bras Viagra seul versus entraînement avec un coach. Et au bout de 6 mois, on a le même delta en matière de récupération érectile. Donc faites du sport et vous aurez de meilleures érections. Sport cardio. Sport cardio. Tout ce qui est cardio, tout ce qui est... n'importe quel sport fait fonctionner le cœur. Voilà. Mais celui vraiment cardio ou l'endurance, c'est le traitement naturel pour l'érection. D'accord, donc ça c'est déjà une très bonne information qu'on donne à ceux qui nous écoutent. Voilà, je sens que ce week-end il va y avoir beaucoup de monde en train de marcher, courir. Cela étant dit, on sait très bien, et là je le dis avec quand même un peu d'expérience, que les sportifs sont souvent des hommes qui ont des meilleures érections que les intellos. C'est pas une question que du mental, parce qu'un intello qui court tous les jours, fait ses kilomètres par jour. Oui, non, mais je sais bien. Mais on est tout à fait d'accord. On est absolument d'accord. Donc il y a ça. Ensuite, oui, j'imagine une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire pas être en surpoids, pas dormir suffisamment, enfin tout ce qui est mauvais pour nos artères, tout ce qui fait vieillir nos artères fait vieillir nos érections. La seule différence, c'est qu'on ne voit pas une artère coronale qui a vieilli. On voit au moment d'un infarctus ou d'un IRM pour voir que l'artère est sténosée. Par contre, l'érection, boum, ça tombe dessus, on le voit tout de suite et on dit que ça commence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, des problèmes d'érection aux alentours de la quarantaine, il faut aller faire un électrocardiogramme, il faut aller vérifier. Parce que ça pourrait être le premier signe de problème cardiaque. Voilà, ça peut être ce qu'on appelle l'angor du pénis. C'est exactement la même chose, c'est un problème cardiovasculaire, de vascularisation. Donc du coup, dès qu'on a 40-45, des problèmes d'hygiène de vie, un bilan métabolique, chercher le diabète, le cholestérol et ne pas hésiter à consulter un cardiologue. Bon, et puis on va voir comment vous vous adaptez dans votre sexualité au fil du temps. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, nous sommes avec Vincent Hupertan, urologue et sexologue, et nous vous aidons à adapter votre sexualité au fil du temps, n'est-ce pas Delphine? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur, bonjour. Vincent. Bonjour. Moi j'ai mon époux qui va avoir 60 ans et on a toujours eu une vie sexuelle très active. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Ça va faire 17 ans. Ah oui, donc... Oui, donc vous l'avez connu en pleine possession de ses moyens, hein, et là, tout doucement, il faut... Et donc, il faut se réadapter. C'est vrai que c'est un peu difficile au début d'accepter que on vieillit déjà, hein, de se voir vieillir l'un comme l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est dans notre société actuelle, il y a comme ça quelque chose de difficile dans le fait d'être senior. Hein. Alors que finalement, il y en a de plus en plus. La société est de plus en plus ouverte aux seniors, hein, si je puis dire. C'était certainement plus difficile il y a 30 ans, mais ça reste encore quelque chose. Qu'on a du mal à accepter, je crois. Je pense au début c'était difficile pour moi parce que de voir, moi j'ai 52 ans, de me voir vieillir. Et puis on se pose beaucoup de questions parce qu'il y a la ménopause. Je suis ménopausée depuis 7 ans maintenant. Donc je pensais pas que ça pouvait toucher les hommes aussi. Pour moi, un homme c'était actif tout le temps, en fait. Oui, mais ça c'est vrai que c'est une idée reçue à laquelle il faut tordre le cou. Hein. Ouais. Et puis je pense que c'est plus difficile pour lui maintenant d'accepter qu'il a plus cette énergie et puis ses érections aussi facilement, quoi, en fait. Vous avez raison, vous voyez, on est dans les stéréotypes. On parlait tout à l'heure, les stéréotypes. La femme, c'est la ménopause, de toute manière, c'est quand on ça s'arrête et tout s'arrête. Et puis l'homme, lui, c'est ce qu'on appelle la virilité perpétuelle, quoi. Non, il y a des choses qui se mettent en place. Je crois que la nature est quand même bien faite. C'est qu'avec le temps, il y a une perte, il y a moins de recherche à la performance, si vous voulez. Il y a plus de connexion émotionnelle avec l'autre. On peut avoir une érection qui est moins bonne, mais en même temps avoir une vie sexuelle beaucoup plus riche, beaucoup plus accomplie. Vous voyez, donc il y a une espèce de savoir-faire qui se met en place. Ceux qui n'ont pas cette expérience, ils sont perdants. Mais je pense que, Delphine, il y a quelque chose, et ça c'est vraiment important qu'on en prenne conscience, dans l'esprit des gens, dans l'inconscient collectif, si je puis dire. Il y a encore cette idée que la femme, de toute façon, elle va avoir la ménopause, donc c'est fini, elle peut plus avoir d'enfants après 40 ans, et l'homme, lui, peut avoir des enfants jusqu'à sa mort. Ouais. Mais ça, c'est pas la sexualité. Ça, c'est juste la reproduction. La reproduction. Et franchement, même en bandant mou, on peut arriver à mettre une femme enceinte, mais c'est pas pour ça qu'on aura la capacité de la faire jouir comme elle a envie. Alors moi, j'avais une question à Vincent. Allez-y, oui. Si je me permets, parce que là, mon mari, on a demandé au médecin pour avoir du Viagra. Donc on a essayé, ça marche, hein, mais moi j'ai toujours un peu peur parce que c'est quand même un produit chimique et je me dis qu'on peut essayer sans. Lui, j'ai l'impression que maintenant, lui, dans sa tête, à mon époux, il est plus capable sans produit chimique. Et moi je lui dis mais si, c'est dans la tête, si on y arrive tous les deux, si on se caresse, si on se motive, est-ce que c'est possible? On peut faire sans Viagra quand même. Alors, premièrement, vous voyez, dans votre question, il y en a plusieurs. Première question, est-ce que le Viagra est dangereux pour la santé? La réponse, il y a ce qu'on appelle la cardiophobie, je parle beaucoup dans mon livre, c'est cette idée que Viagra tue. Je l'entends fréquemment en consultation, c'est faux. Hein. On a suffisamment des études de recul pour savoir que si le médicament est prescrit dans des bonnes conditions, il n'y a pas de risque cardiovasculaire. Deuxièmement, c'est une aide à l'érection, donc parfois c'est utile, indispensable, mais pas toujours, donc ça dépend du cas, donc difficile à donner une réponse au cas par cas, mais en pratique, un couple peut redéfinir la sexualité, et que si, malgré tout, il y a besoin d'un traitement, il n'y a aucun problème à le prendre, donc il ne faut pas que c'est un blocage, c'est qu'une aide, c'est pas l'érection en soi, c'est qu'une aide, qui parfois est utile, mais pas toujours nécessaire. Ouais, voilà, c'était surtout ça, c'est une aide. Par contre, si on l'a pas, si on se motive bien tous les deux et qu'on se caresse, je pense pour moi, il peut y arriver sans. Oui, sauf qu'il a dans sa tête que s'il l'a pas, il va pas y arriver. Donc il a forcément un effet nocebo qui se met en place. Alors moi, ce que je vous propose, Delphine, vous allez fabriquer des faux Viagra.
Vous allez lui donner. Et puis s'il a quand même des érections, après vous lui direz la vérité. Ah, faudrait que ça a été une très bonne idée, ça. Et comme ça, vous allez lui enlever son stress. Mais ça, on l'a déjà vu, parce que quand on a fait des essais Mais oui, cliniques, je sais on bien. a fait la comparaison avec le traitement actif Viagra autre chose versus placebo. Pendant le premier mois, l'efficacité est quasiment identique. Par contre, dans le bras traité, l'efficacité s'est améliorée avec le temps. Dans le bras placebo, ça s'est cassé la gueule. Donc, mais en même temps, après, il y a d'autres traitements. Il n'y a pas que Viagra. Il y a des tas de choses qu'on peut faire dans l'érection, notamment vérifier la testostérone. Et bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure du sport. C'est l'oxygène, c'est la marche, c'est le traitement qui, en premier, peut compenser la perte d'efficacité d'érection avec l'âge. Il est très sédentaire, votre mari ? Il fait du sport tous les matins et on a un vélo, voilà. Mais c'est un épicurien, on aime bien vivre tous les deux, recevoir. Donc c'est vrai que on a pris énormément de poids depuis 17 ans quand même. Et ça le bloque aussi, je pense, l'apparence physique. Alors je lui dis, en fin de compte, c'est vrai qu'on regarde des photos il y a 17 ans, on était beaux et minces tous les deux. Bon là on a pris du poids, mais on vieillit ensemble, quoi. Donc moi il me plaît toujours autant, même s'il a attrapé du ventre, même s'il a les cheveux blancs. Voilà, c'est toujours l'homme que j'aime, quoi. Alors, je vais rebondir parce que vous voyez, quand vous parlez du poids, on a ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est un contexte des faisceaux qui oriente vers une maladie cardiovasculaire. Et le surpoids, notamment le périmètre abdominal, est un indicateur. Donc, on sait que l'érection, c'est la première chose qu'on va perdre en cas de syndrome métabolique. Il y a le surpoids, il y a le cholestérol, il y a l'hypertension. Donc, quand on parle d'hygiène de vie, d'un côté le sport, c'est fantastique, mais ça doit se compenser aussi au niveau alimentaire, parce que notre métabolisme change. On ne peut pas manger la même chose qu'avant. Donc, l'épicurien, les bons vivants, c'est le danger. On fait du sport, donc on prend du poids, et au niveau abdominal, le bidon, c'est le dépôt de graisse au niveau abdominal, c'est un facteur qui joue négativement par un syndrome inflammatoire qui abîme les artères, et en premier lieu, celle de l'érection. Merci beaucoup, parce que de toute façon on est dans une phase où on veut que ça bouge, que ça évolue. Donc comme dit Brigitte, la ménopause c'est un second printemps, et avec mon époux, ça sera une seconde époque, quoi. Où on doit revoir notre alimentation et puis changer notre vie au niveau de nos habitudes, quoi, alimentaires et sportives. C'est tout à fait ça. Oui, surtout que vous avez visiblement la chance d'être un couple qui fonctionne bien, qui vieillit ensemble et qui est conscient et qui a envie d'avancer ensemble. Donc moi je pense qu'il faut vous programmer peut-être un peu moins de dîners copieux, et puis peut-être un peu plus de marche et pourquoi pas de gym à deux, ou d'aller vous balader, et puis de vous organiser des moments agréables à deux, mais peut-être pas uniquement avec de la bonne chair. Vous pouvez vous faire des petits repas moins calorifiques, par exemple. Voilà. Le danger d'aujourd'hui, c'est que très facilement, on arrive à la prescription du Viagra, alors qu'on n'a pas revu l'hygiène de vie, les autres facteurs de risque cardiovasculaire, et on peut donner traitement, mais une fois que tout ça s'est cadré, c'est complètement. C'est pas juste du Viagra 1 heure avant. Ah, d'accord. Oui. Écoutez, travaillez sur les différents points, et puis normalement ça devrait vraiment vite s'améliorer, votre sexualité de tous les deux. Je vous remercie beaucoup, Brigitte. Merci, Vincent. C'est nous. Merci, Delphine. Merci bien. Alors on fait une petite pause, et puis dans un instant on retrouve notre Sexy News, Fleur Chérie qui nous a rejoint. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Vincent Hupertan, est-ce que, à votre avis, le pouvoir a un sexe? C'est en tout cas Fleur Chérie qui va nous répondre. Oui, bonjour. Bonjour Fleur. Oui, puisqu'il est question aujourd'hui de bandaison masculine, un symbole de pouvoir très éloquent. Je viens donc vous poser cette question. Le pouvoir a-t-il un sexe? C'est un très joli reportage qui est sorti sur Public Sénat ce week-end, encore accessible en replay jusqu'en 2026, qui pose cette question fascinante. Si ce pouvoir a un sexe, quel serait-il? Alors cette question, elle est brûlante et elle n'est pas nouvelle. Des auteurs comme Alain Soral y ont déjà répondu de façon très tranchée. Oui, le pouvoir aurait un sexe, il serait masculin, citant la femme comme l'être du désintérêt politique. Dans son livre Vers la féminisation, sorti en 98, il essaierait de comprendre l'arrivée des femmes au pouvoir, sous-entendant que le pouvoir masculin, noble et responsable, serait lui en voie d'extinction. Alors c'est grossier, mais c'est pas forcément faux à 100%.
60%, que la femme soit l'être du désintérêt politique, et on va y revenir. Ce qui est intéressant dans le reportage de Public Sénat, c'est qu'on parle de l'exercice du pouvoir dans différents domaines, mais principalement évidemment en politique. On voit clairement des différences observables d'exercice du pouvoir chez les femmes et les hommes élus. Chez les femmes, il est plus horizontal et fonctionne plus en coopération que chez les hommes. Là, je ne vous apprends rien. Tout le jus du reportage, c'est qu'il y a une partie sur la recherche scientifique autour du pouvoir, notamment chez les animaux. Et avant même de parler de pouvoir, il faudrait déjà le définir. Les recherches sur le comportement animal le caractérisent actuellement par 2 facteurs. Quel sexe gère l'accès aux ressources? Qui en a le monopole? Et quel sexe a un pouvoir décisionnel de leadership? Par exemple, qui décide de l'endroit où l'on dort le soir et de l'endroit où l'on va chasser? Les chercheurs établissent ainsi un degré de dominance sexuée en fonction des sociétés animales. Et on voit qu'en réalité, il y a une vraie distribution de la dominance. C'est pas systématiquement le fait du mâle. Parfois, ce sont les femelles qui ont tiré la couverture à elles. Et ce que la recherche nous dit, c'est que le pouvoir politique animal bascule du côté des femelles, souvent pour 2 grands motifs. Le premier, ce sont les espèces où les femelles ne peuvent pas être violées, comme chez les hyènes où l'appareil génital féminin est très complexe et oblige le mâle à être dans une démarche de coopération. Dans cette société, chez les hyènes, il y a une forte dominance femelle. Deuxième facteur, c'est celui des alliances sociales entre femmes. Les sociétés animales où les hommes s'éloignent du groupe à l'âge de la puberté permettent aux femmes de développer une meilleure connexion et de se protéger les unes et les autres en cas de conflit. Vous le savez peut-être, mais il y a 2 primates dont nous sommes proches, les chimpanzés et les bonobos. 2 primates qui ont des structures sociales très différentes. Chez les chimpanzés, il y a un mâle alpha qui monopolise et détermine l'accès aux ressources, mais les décisions de la vie courante sont prises démocratiquement. Donc, où est-ce qu'on va chasser, où est-ce qu'on dort, les hommes et les femmes se prononcent. Pour les bonobos, c'est plus une dominance femelle. Hommes et femmes chassent ensemble, mais ce sont les femelles qui assurent la distribution de la nourriture. Donc, difficile de déterminer une tendance particulière pour l'humain en regardant simplement nos voisins les primates. En revanche, si je reviens sur Alain Soral et le désintérêt politique associé aux femmes, si cela est vrai, cela peut s'expliquer en regardant les rats qui ont une structure cérébrale similaire à l'humain. Quand on plonge une femelle rat dans une cage et qu'elle doit découvrir une rate qui lui est inconnue, le temps partagé est beaucoup plus faible que quand 2 rats mâles sont mis ensemble. Le temps de sociabilisation et de coopération est beaucoup plus faible, donc chez les femelles que chez les mâles. Les chercheurs l'expliquent notamment par le rôle très énergétique lié à la protection de l'enfant qui fait que les femelles désinvestissent plus rapidement les relations sociales. Et donc, on peut l'élargir à la politique. Il y aurait peut-être un désinvestissement des femmes du vivre en société au profit de la protection du nid. L'homme et la femme sont-ils donc des animaux politiques comme les autres? Est-ce que leur dominance fluctue en fonction du contexte, de la culture? Est-elle déterminée à l'avance par la structure biologique? C'est en tout cas ce qu'on est en droit de se poser comme question suite au documentaire. Oui, c'est intéressant et je crois que encore une fois, il faut faire attention aux réponses qui seraient trop absolues. Mais ce qu'on remarque notamment dans les entreprises, quand ce sont des femmes qui gouvernent, elles vont avoir plus la notion de ce qui va pouvoir se transmettre au fil des années dans l'entreprise, et l'homme va être plus dans une action immédiate et une rentabilité immédiate. Et on voit bien, par exemple, sur l'écologie, la femme est souvent plus long-termiste que court-termiste. Exactement. Donc je pense qu'on a des différences de toute façon dans notre fonctionnement. Après, évidemment, ne faisons pas de caricature. Il y aura des femmes avec une vision plus masculine et des hommes avec une vision plus féminine, je pense. Enfin, moi, c'est un peu la réponse que j'ai envie de donner. Voilà. Je vois la même chose en andrologie. C'est vrai que c'est biaisé. Consultation d'andrologie, c'est des hommes. Mais les hommes qui consultent, c'est pour savoir comment fait-on l'érection. C'est mon érection. Alors que les femmes qui accompagnent, qui consultent parfois seules, c'est comment faire l'érection du monsieur. Donc, s'ils viennent pas pour leur sexualité à elle, mais pour la sexualité du monsieur, pour qu'il soit... Ouais, enfin, ça nous concerne un peu quand même, votre érection, Vincent Hubertan. Je dis juste qu'il peut y avoir un biais d'interprétation du fait qu'en andrologue, je vois des hommes et des femmes qui consultent pour des problèmes masculins. Mais ça n'empêche. C'est vrai que j'ai jamais vu un homme venir voir une gynéco juste pour sa femme. On dirait, elle a des sécheresses vaginales en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle prenne? Enfin, moi, j'ai pas l'impression. Hein, si un gynéco qui nous écoute et qu'il a un cas, vite, qu'il nous appelle. C'est vrai que je vois beaucoup de femmes qui consultent pour leur homme. Seules.
Pour leur seul, homme, oui. pour savoir comment peut-on faire, parce que le mec il aimerait bien, mais il n'ose pas, etc. Donc quelles sont les solutions, etc. Voire parfois même, quémander une ordonnance, parce que c'est du mal à donner l'ordonnance alors que j'ai pas examiné monsieur. Bon, bref. Donc du coup, ça vient un petit peu dans la même direction. Il y a quand même une espèce de différence, en tout cas sur le parti sexuel, je suis certain. Oui, sur l'érection. Et après, sur le pouvoir, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sur... on voit quand même qu'il y a des recherches culturelles qui sont assez poussées sur comment est-ce que les hommes et les femmes se perçoivent par rapport au pouvoir. Donc, notamment, quand il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les enfants, quand on anonymise, enfin pas anonymise, quand on asexualise deux figures et qu'on demande à l'enfant est-ce que c'est une femme ou c'est un homme. Par exemple, si on voit quelqu'un qui est très dominant et qui, dans son attitude, ça va être souvent un homme, parce que c'est physique. En revanche, si on dit à des petits-enfants, il y a une personne qui a 10 €, l'autre qui en a 2, qui est un homme, qui est une femme, là on remarque que les réponses sont beaucoup plus diluées. C'est-à-dire que qui a le pouvoir financier, finalement les enfants n'ont pas forcément la réponse. En particulier les petites filles qui, de façon aléatoire, disent parfois un homme, parfois une femme. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore emmagasiné que la dominance financière, l'argent serait le pouvoir ou serait associé aux hommes. Et ça vient peut-être plus avec le temps. Donc ça c'est assez intéressant. Ça dépend de qui tient la bourse. Voilà. Qui a les bourses. D'ailleurs, qui possède le contenu, quoi. Qui possède le contenu. Bien sûr. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait eu un sondage qui avait été fait à l'époque où Ségolène Royal était au second tour, et on avait des femmes qui de toute façon ne voulaient pas voter pour une femme, alors qu'on avait peu d'hommes qui ne voulaient pas voter pour un homme. Donc on voit bien quand même que l'image du pouvoir est très masculine. Donc ça c'est culturel. Oui, c'est culturel, bien sûr. Et dans le reportage, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que la sanction politique, par exemple, une femme qui va faire une petite phrase, va être beaucoup plus violente quand c'est une femme que quand c'est un homme. On pardonne beaucoup plus la petite phrase à un homme qu'à une femme, sans doute, qui est associée à la bêtise. Enfin, un des meilleurs chefs militaires en français, c'est quand même Jeanne d'Arc. Oui. Non, mais vous êtes d'accord, Vincent? Oui, absolument. Bon, alors. Mais heureusement, elle est vierge, soi-disant, donc c'est pas. Est-ce que c'est vraiment une femme? Voilà, une question. Oui, elle était vierge, oui. Oui, mais je sais pas. Oui, il y a quelque chose d'un peu asexué dans la représentation de Jeanne d'Arc. C'est un peu ça que je voulais dire. Oui, j'avais bien compris. Mais enfin, derrière un homme de pouvoir, il y a souvent une femme, de toute façon. Il y a déjà la mère, de toute façon, ça c'est sûr. La femme de l'ombre. Parce que la mère de Napoléon, c'était pas rien. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est important, parce que finalement, quel est le problème, quoi. Voilà. Mais en fait, on voit la même chose chez les bonobos, parce qu'on parlait des bonobos. Pour comprendre la sexualité masculine, j'ai beaucoup travaillé en éthologie et anthropologie pour comprendre d'où ça vient, et on se rend compte que, par exemple, dans l'ascension au pouvoir des enfants, des mâles, c'est les mères pour qu'ils les protègent, pour faire en sorte que son bambin arrive au sommet pour avoir le pouvoir sur le groupe. Donc c'est vraiment c'est un soutien, donc c'est une dominance masculine, même si elle n'est pas toujours évidente. Dominance féminine, alors, pardon. Oui, voilà, féminine. Chez les bonobos, c'est plutôt comme ça que ça se construit. C'est une dominance féminine qui va se manifester non pas sur le pouvoir même, mais y compris en coopération. Avec les enfants. La coopération et puis par élevant. Mais c'est ça, en élevant des petits qu'on va aider. En fait, l'aide n'est pas gratuite. Voilà, l'aide n'est pas gratuite. Sert à soi-même. C'est très politique. C'est très politique. Mais c'est ce que j'entends par coopération. Coopération, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Absolument. Et les femmes ils sont plus sensibles, c'est vrai. Eh bien, merci. En tout cas, ça suscite un débat, hein, et peut-être que vous avez envie, vous aussi. Est-ce qu'on voterait pour un homme président de la République si on savait qu'il ne bande pas, hein, franchement? Je pense qu'on se posait des questions. On se poserait des questions. Je pense qu'on se posait des questions. Parce que pouvoir et virilité, on n'a pas parlé, mais je crois qu'il y a quand même un lien. Il y a un reportage il y a quelques années sur le sujet, et on se rend compte qu'entre sexualité, virilité et pouvoir, il y a quand même aussi un lien très fort. Et peut-être qu'il avait intérêt à cacher son cancer de la prostate, hein, vous voyez de qui je parle. Hein. Bon, bref, je n'en dirai pas plus sur... Pardon ? La vérité était là. Malgré le cancer. Le cancer n'empêche pas la vérité. Non, mais enfin... symboliquement, c'est quand même pas rien. Mais bon, symboliquement. Merci en tout cas Flore Chéri. On peut vous retrouver bien sûr sur union.fr, sur mysuitefantasy.com et allez vous voir au Suite Paradise si on a envie de voir des petits spectacles érotiques. Bonjour Tom. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Tom. Alors justement, on va vous poser la question. Quelle note vous donneriez à votre érection en ce moment ? En ce moment ça dépend des moments, ça peut être 10 sur 10, comme ça peut être le coup de Trafalgar. Non, déjà ?
C'est pas déjà, parce que justement, je faisais la partie parce que j'ai eu le Vincent Hyperton en consultation il y a pile poil 1 an. Ah. Voilà, donc en privé, je veux dire, pas à l'antenne. Non, pas à l'antenne, en privé, tout à fait. D'accord. Voilà, parce que j'avais des premiers érectiles, notamment dans le cadre du libertinage et tout ça. Et en fin de compte, sur la discussion que j'avais eue avec Vincent, il m'avait dit que j'avais ciblé exactement où était mon problème, c'est-à-dire dans le cerveau, dans le désir, l'excitation, tout le reste. Et il m'avait prescrit du Cialis, qui m'a permis peut-être de pouvoir me relâcher davantage, mais malgré le Cialis, par moment, j'ai pas d'érection. Voilà, c'est un manque de désir qui peut arriver. Donc il y a des moments quand je suis bien connecté, on va dire, à mon cerveau, oui, c'est 10 sur 10, il n'y a pas de souci. Et puis après, ça peut fluctuer. Bon, en tout cas, ça va mieux depuis que vous avez été le voir. Oui, et ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui est vraiment à l'écoute et qui comprend par rapport à certains généralistes où on a l'impression que c'est la fin du monde dès qu'on aborde le sujet sexualité. Ouais. C'est pas la fin du monde, c'est qu'il y a une question de formation et de temps et d'empathie. Donc du coup, c'est ces poses-là. Et donc le fait que avec vous, ça fonctionne de temps en temps, ça montre que vous n'avez pas changé de cerveau. C'est votre cerveau est le même. Il a fait des progrès dans l'acceptation, dans la progression, dans la maîtrise du fait, mais ça n'empêche que de temps en temps, il vous joue des tours et que si tout va bien, tout est ouvert et que malgré le traitement, l'érection n'est pas là. Ça montre que votre cerveau est extrêmement puissant pour bloquer quelque chose qui est fantastique. Mais juste pour continuer 2 secondes dessus, sur les généralistes, par exemple, je change de généraliste, et puis bon, regardez des tests, et j'avais eu une chlamydia au début d'année, donc c'est terminé, et tout de suite, le généraliste, vous vous protégez pas. Pourtant, si je me protège. Et pour lui, mon généraliste, il n'y avait qu'une possibilité d'attraper une chlamydia. C'est-à-dire pas de préservatif. Et en fait, vous l'avez attrapé je sais pas comment je l'ai attrapé, mais si vous voulez... Et vous mettez des préservatifs, de toute façon. Mais je mets des préservatifs, oui, de toute façon. Et c'est ça, et... Pour lui, il n'y avait qu'une seule possibilité, on avait l'impression, et je me suis sorti de là et je me suis dit, mais voilà, ça met pas en confiance pour parler d'autres problèmes par la suite. Oui, mais vous avez raison, il n'y a pas une formation très, très avancée en sexologie chez les médecins, donc ça va dépendre de chaque médecin s'il est plus ou moins libre sexuellement ou pas. Voire pas du tout, on peut dire, c'est qu'il n'y a pas du tout. Il y a quasiment, il y a très peu, en tout cas, tout ce qui est psy, c'est dans la tête, ça se résume dans la tête, ce qu'on pourrait avoir la sexualité dans les orteils. Non, c'est dans la tête. Non, mais au moins on sait, et je le savais parce que je me suis renseignée, je savais que Vincent Hyperton était un bon praticien. Je suis touché, me fait rougir. Je suis rougi là, vous voyez. Je suis ravie que Tom nous le confirme. Voilà. Deuxième question, Tom. Qu'est-ce que vous attendez d'une partenaire sexuelle ? Très bonne question et j'ai une réponse. J'attends du partage, j'attends une connexion, j'attends du désir. J'attends de ressentir le désir de ma partenaire et qu'on ait vraiment du partage pour que ce soit vraiment un moment à 2. Et qui va être encore plus important, plus fusionnel, que ce soit on va dire juste pour une fois ou pour plusieurs fois, mais voilà, vraiment cette connexion-là. Vous avez envie de sentir qu'elle a envie qu'il se passe quelque chose entre vous. L'envie d'avoir envie. Oui, c'est bien. Je pense que beaucoup d'hommes pourraient dire ça. Merci de cette belle réponse. Et puis dernière question, quand vous faites un trio, puisque vous êtes libertin, c'est de préférence avec deux hommes, 2 femmes, un homme et une femme? Alors ma préférence c'est 2 femmes, même si j'ai eu la chance d'en avoir une fois 4, et donc c'est vraiment très plaisant. Donc on va dire oui, c'est 2 femmes. Après, quand c'est avec 2 hommes aussi, c'est plaisant à partir du moment où tout le monde est sur la même longueur d'onde et tout le monde peut en profiter. Enfin, un homme plus une femme et vous? Oui, tout à fait, ouais. Sinon, ça ferait 3 hommes. Hein. Oui, pardon, une femme plus un autre homme avec nous, voilà. D'accord. Mais voilà, mais sinon, je préfère avec effectivement les femmes. 2 femmes, oui. D'accord. Et vous pouvez poser une question à Vincent Hyperton, il vous écoute, allez-y. Et du coup, voilà, lors des différentes consultations que vous avez faites, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont plaints justement du manque de désir des femmes, pas du manque de libido, mais du fait qu'elles n'expriment pas leur désir, et dans le sens où après, l'homme doit faire davantage plus qu'avant. Alors peut-être par rapport à tout ce qu'on a pu entendre sur la sexualité, MeToo et tout ça, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de la manifestation du désir des femmes? Vous avez raison, c'est une très très belle question. C'est quelque chose qu'on voit, on rencontre fréquemment parce qu'on n'est pas habitué à exprimer. C'est très caché, c'est parfois c'est présenté comme ça. Il y a une espèce de culpabilité qui est inexpliquée, qui est complètement dépassée, et que s'il n'y a pas une expression, la sexualité c'est de la communication. C'est qu'il y a du partage, vous l'avez dit, il y a la connexion, et que si la femme n'exprime pas physique, mental, psychique, le désir, l'attachement pour l'action profonde, donc oui, il y a ce problème qui vient très fréquemment, et c'est un élément de l'usure du couple.
C'est vrai, les hommes ont besoin de sentir qu'on les admire et qu'on les désire, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a tendance, nous, une fois qu'on lui a mis la corde au cou, hein, ça y est, on n'a plus besoin de... Puis vous mettez vos pantoufles alors. Hein. Ah, bon, voilà. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Oui, Tom, allez-y, je vous en prie. Oui, pardon. Je remarque que des fois, lors de ma première érection, c'est une érection qui va être très dure. Et après, éventuellement, quand je vais débander sans avoir éjaculé, mais comme ça, parce que je fais un autre jouet et que je reprends une érection, elle n'est plus aussi dure que la première. Ça peut être juste 5-10 minutes après. Et il va me falloir vraiment des circonstances pour qu'elle redevienne aussi dure que la première. Est-ce que c'est normal, pas normal Là, l'érection n'est que l'expression de ce qui se passe au niveau du désir, au niveau de... Et que... On sait qu'au décours du rapport, il y a différentes phases, il y a plus ou moins excité, plus ou moins en position, donc c'est étroitement lié à ça. Donc le fait qu'au départ, une érection, c'est pas une question vasculaire, c'est pas une question, c'est tout simplement le fait qu'à un moment donné, il y a des situations qui vous font moins actifs, moins présents, plus distants, etc. Donc du coup, d'où cette fluctuation de la qualité de l'érection. C'est assez logique, oui, parce que tout au début, il y a plus d'excitation, et puis ensuite, l'excitation, même s'il y a du plaisir, même s'il y a de la joie, du jeu, etc., l'excitation, elle est moins immédiate, elle est moins pulsionnelle, donc ça me paraît assez logique, oui. Voilà. Et puis avec l'âge, il y a aussi le phénomène de la fatigue. Il y a une fatigue artérielle qui va s'installer, mais pas dans votre situation. C'est vraiment le fait qu'il y a cette fluctuation de l'excitation, du moment, du présent, de la to-do list, des choses à faire. Donc c'est normal, pas d'inquiétude, Tom. Ouais, je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Vincent Hupertin, urologue et sexologue, eh bien, on vous propose évidemment de faire un petit point sur votre sexualité, notamment si, comme c'est le cas d'Olivier, je crois, vous avez eu des vrais problèmes de santé. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Olivier. Oui, j'ai eu des gros problèmes de santé. J'avais déjà évoqué mon parcours un petit peu en forme de parcours du Christ, parce que c'était un peu compliqué. J'ai fait un infarctus fin 2001. Oui. À quel âge? Et puis à 54 ans. Et jusqu'à ce moment-là, je pétais des flammes. Je fume pas, je buvais pas, je fumais pas. M'entraînement, beaucoup de boulot, beaucoup de stress, beaucoup de problèmes personnels aussi. Et puis un an après, en fait, on me dépiste une apnée du sommeil aggravée avec toutes les conséquences de l'apnée du sommeil jusqu'à des problèmes neuropsy. Et puis donc je me fais traiter et donc 4-5 mois après mon infarctus, j'ai ma compagne qui me quitte. Forcément, j'ai retrouvé personne dans l'intervalle derrière, donc moi ça m'a pas trop impacté. Et puis après, quand ça a voulu redémarrer, c'est là que c'est devenu compliqué parce que avec les médicaments, faut être clair, des médicaments qui vous coupent la chic. Il n'y a pas d'autre terme. Quand vous êtes sous les statines, vous n'avez pas de libido, pas d'envie. Donc le sexe passe à la trappe à ce moment-là. Alors pas d'envie ou pas d'érection, c'est pas la même chose, déjà. Ah, les deux. Vous savez, oui. Les deux, et quand vous avez des envies avec certaines molécules comme la tovastatine, quand c'est relativement dosé, en plus vous avez des douleurs style crampe, mais 100 fois supérieures aux crampes. Alors le peu que vous arrivez à bander, si vous tapez une crampe dans les fesses ou sous la plante des pieds, je peux vous dire que c'est radical. C'est ce qui m'est arrivé, je peux vous dire. Donc voilà, ça a été très 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 compliqué. Alors, après, le traitement s'est un peu allégé, on m'a modifié un peu mon traitement, ça a été un peu mieux. Et puis donc au niveau traitement pour le cœur, j'ai été soigné pour l'hypertension, j'ai été soigné pour. Le suivi a fait que tous les traitements se sont allégés. Vous êtes appareillé, j'imagine, pour l'apnée du sommeil? Ouais. Oui, mais apparemment, ils se posent la question maintenant si c'est de l'apnée du sommeil ou pas autre chose, parce que ils m'ont dépisté des problèmes neuro derrière. Alors, ce serait lié à mes impatiences. J'attends une polysomnographie pour savoir si c'est vraiment de l'apnée ou pas du tout. Et puis derrière, j'ai eu des traitements qui font que ça a été relativement... le sexe est passé à la trappe, en fait. Et puis quand j'ai redémarré un peu, tout s'est allégé. Quand j'ai voulu redémarrer,
l'absence d'envie était toujours là et l'absence d'érection était toujours là. Donc, comme moi, je suis dans le médical depuis très très longtemps, j'ai été voir un pote urologue. J'ai dit, écoute, je suis pas bien, ça va pas, ça avance pas. Je peux pas, quand je vais avoir une relation, il y a rien parce que voilà. Et puis il m'a prescrit une TRT, ça m'a reboosté un petit peu. Et puis maintenant, j'arrive à jongler avec mes fatigues et mes envies. Je commence de nouveau à avoir envie. J'ai de nouveau des érections qui sont correctes. Pas ce que c'était, mais sont correctes. De toute manière, tant que je serai sous traitement, on m'a dit clairement qu'il fallait pas escompter avoir une libido et des érections exacerbées comme j'avais avant. Alors écoutez, votre situation est certes très complexe parce que vous avez entre l'infarctus, les statines que je connais très bien parce que je connais bien les effets secondaires, je connais bien, etc. Alors, et que le TRT, alors c'est quoi le TRT? C'est le traitement hormonal, c'est probablement de l'endotardie, autre chose, quoi. Bref, rien que par l'infarctus, malheureusement, on sait qu'il y a le phénomène qui touche également les artères érectiles. Donc, au moment où une artère est bouchée pour faire l'infarctus, les artères péniennes sont également dysfonctionnelles. Donc, du coup, ça, c'est lié. Le fait que derrière le stress, c'est que ça a participé. Le fait que c'est à 54 ans, c'est que vous avez une grosse composante génétique perso. Hein. Alors, les statines, puis on est pour le contre, mais votre situation fait qu'on ne peut pas les arrêter parce que c'est les seules statines qui peuvent protéger contre l'évolution de la maladie. Donc, du coup, après, mais en même temps, le traitement hormonal, on sait que si quelqu'un, c'est pas les statines, c'est que vous manquez de testo. Si vous manquez de testostérone, sans testostérone, ça va pas s'arranger. Donc on peut, et que si quelqu'un manque, on peut donner le traitement tant que ça se normalise pas. Donc vous voyez, donc la situation est très complexe, mais si on s'accroche qu'à négatif, vous allez rentrer dans une boucle de pensées négatives avec perte d'érection, avec angoisse, avec crainte, etc. Vous n'êtes pas bien sur le plan physique, difficile d'avoir une partenaire parce que du coup en plus vous êtes seul. Voilà, donc on a besoin d'être positif, on a un traitement qui fonctionne, il faut voir est-ce qu'il est donné de manière optimale, est-ce que c'est un andrologue ou un urologue, parce que parfois il peut y avoir des différences. Donc tous les urologues connaissent, mais on est plus ou moins affiné à gérer les éléments hormonaux. Avez-vous un traitement pour les corps caverneux? Ça aussi, parce que la testo ne remplace pas l'érection. La testo, c'est l'envie, on n'a pas les libido. Mais derrière, mais en même temps, on entend Olivier, bon, ça remonte à fin 2020, donc ça fait même pas 3 ans. Donc il y a aussi tout le choc et toute la nécessité de s'adapter, puisque il faut se remonter. J'ai un peu abasé l'émission d'aujourd'hui sur une adaptation. Il y a une adaptation, c'est sûr que ça sera jamais comme avant. Exact. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à espérer. Mais ça demande évidemment un temps d'adaptation. Et il est certain que, en plus, la rupture sentimentale, on sait à quel point ça peut avoir un effet négatif sur la virilité aussi. Donc tout ça nécessite. J'ai l'impression, Vincent, que vous êtes d'accord avec ça. Il faut dire à Olivier, lâchez pas. C'est ça. Bon, visiblement, il est quand même dans le milieu médical, donc j'imagine que vous avez la capacité aussi, Olivier, d'aller voir les bonnes personnes, mais ça, on peut améliorer les choses, mais il ne faut pas s'attendre à retrouver son état d'avant. Il faut se réinventer la sexualité, il faut tout revoir. Là. On peut rester que dans le deuil, donc pleurer ce qu'on a perdu, ou on peut être positif, voir ce qu'on a, on a un traitement qui fonctionne, voir les choses positives, il faut se donner, faire du sport, tous ces éléments-là qui vont participer dans le bon sens. A priori, les érections reviennent, donc il y a vraiment un espoir. C'est l'élément positif central. Merci beaucoup Olivier et bon courage parce que c'est quand même pas facile et vous êtes jeune encore, donc c'est vrai que c'est quand même une épreuve. Petite devinette du jour, qu'est-ce qui peut se placer entre les seins, qui s'allonge avec la main et qui rentre dans un petit trou? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, nous sommes toujours avec Vincent Hupertan, urologue et sexologue. Nous évoquons la sexualité des hommes seniors qui, malheureusement, bien sûr, est moins virulente qu'à 20 ans. C'est normal, mais c'est pas forcément pour ça qu'il faut désespérer, puisque avec Vincent Hupertan, on a de quoi vous donner des solutions. Alors, dans un instant, c'est Joël qui va prendre la parole et qui est avec nous, mais je voudrais la réponse à ma petite devinette. Qu'est-ce qui peut se placer entre les seins, qui s'allonge avec la main et qui rentre dans un petit trou? C'est un petit collier? Un petit collier, c'est pas mal, mais ça rentre pas dans un trou, un petit collier. Ah si, parce que si on a un pendentif avec un petit trou. Non, mais c'est plus simple que ça, c'est la ceinture de sécurité. Elle se place entre les deux seins, elle s'allonge, on allonge avec la main et on la met dans un petit trou. La question de la taille, là, c'est très relatif en andrologie. Eh ben, je suis désolée, ça se place entre les deux seins, une ceinture de sécurité. Non, mais je parlais ça se met dans le petit trou. Oui, une ceinture de sécurité, vous la mettez dans le petit trou. C'est une question de taille. Ben, oui. Ça dépend ce qu'on appelle petit. Un pendentif, c'est vraiment tout fin. Bon, ça se met dans un trou, si vous préférez. Voilà. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Joël. Alors, vous avez pour l'instant pas encore de troubles érectiles, et vous avez passé 60 ans, donc Oui, je suis un sexe agénaire. Effectivement, je ne dirais pas que j'ai pas de troubles érectiles, j'ai une évolution de mon érection avec le temps, avec l'âge, je suppose, qui fait qu'aujourd'hui, elles peuvent être énergiques, elles le sont encore le matin, ce qui est rassurant. Elles me réveillent parfois. Mais dans le partage de la sexualité, je dirais que parfois, c'est lié à mon excitation, mais aussi, je pense, à mon métabolisme. Mon érection peut disparaître et je vais plutôt connecter à mon désir, à mon excitation pour la faire revenir ou me connecter beaucoup à ma partenaire pour faire circuler un petit peu cette énergie du désir. Vous avez compris en tout cas comment ça fonctionne visiblement, et ça c'est déjà une très très bonne nouvelle, parce que finalement que l'excitation chez un homme d'âge mûr soit moins grande parce que vous avez connu déjà tellement de choses qu'il en faut beaucoup pour vous exciter vraiment. L'excitation spontanée que l'homme a à 20 ans parce qu'il voit une paire de fesses ou une paire de seins, à 60 ans c'est plus compliqué quand même. Donc ça déjà vous l'avez compris, et vous savez faire fonctionner votre cerveau pour aller vers une excitation qui va redonner de la vigueur en bas, si je comprends bien. Oui, il y a une part qui est, je dirais, non contrôlée, non contrôlable. Par exemple, j'ai une compagne auprès de qui, quand je me colle contre elle, l'érection est presque très rapide et immédiate. D'autres compagnes, c'est moins immédiat. Je crois que je goûte le mieux aujourd'hui, c'est cette érection qui est là ou qui se maintient longtemps dans le plaisir du safe-sex ou lorsque je peux arriver à déconnecter et à lâcher beaucoup prise. Donc c'est cette contradiction avec aussi ce que j'active dans mon cerveau parfois pour aller connecter l'érection, soit en me connectant à la personne, soit faisant appel parfois à mon catalogue érotique des souvenirs de ma vie. Mais voilà, il y a les deux aspects. Déjà, l'érection, vous avez raison, mais l'érection, déjà, elle n'est pas contrôlée. C'est qu'on ne contrôle pas l'excitation. Donc, on sait une espèce d'alchimie. On sait que on peut avoir plusieurs compagnes et que la connexion, la profondeur, la solidité de cette connexion, elle est très différente. Donc, et que si plus on est connecté, plus l'érection, l'excitation est là. Donc, a fortiori là, l'érection elle est là. Donc du coup, il y a cette variable qui est là. Alors, le lâcher prise, c'est quoi? C'est je m'abandonne, je me connecte à l'autre, donc du coup, je m'oublie moi-même. Et quand je connecte à l'autre, je m'oublie moi-même, forcément, l'érection est meilleure que si je suis dans le présent, contrôler moi-même et penser à l'érection. Oui, c'est juste, mais dans le même temps, je dirais que je convoque l'excitation, même si je ne contrôle pas l'érection, c'est juste. Mais je nourris cette excitation ou par la caresse à l'autre et me nourrir un petit peu de cette circulation de l'énergie sexuelle. Par ailleurs, au-delà de ma vie amoureuse et sentimentale et sexuelle, j'accompagne les personnes en situation de handicap et effectivement,
dans ces moments-là, je nourris effectivement, je convoque mon excitation pour apporter le désir et je dirais qu'elle est beaucoup plus nourrie par l'excitation de l'autre. Mais je pense que, vous voyez, vous me faites penser à quelque chose, Joël, quand vous parlez. On confond souvent excitation et désir. Et c'est deux choses qui sont très proches, mais qui sont en même temps différentes. L'excitation, c'est quelque chose, j'allais dire, d'ordre assez pulsionnel. Et finalement, on n'a pas tellement de pouvoir dessus. En revanche, faire fonctionner son désir, ça, c'est quelque chose qui vient un peu de... Je dirais que le pulsionnel, il vient d'en bas et le désir, il viendrait d'en haut. Enfin, j'essaye d'expliquer des choses qui sont pas simples à expliquer. Vous êtes d'accord avec ça, Vincent Tout à fait. Le désir, c'est quelque part anticipatoire. On anticipe, on se met dans ce que je vais avoir. Alors que l'excitation, c'est vraiment là, pour moi, c'est là contextuel. C'est que là, il y a l'autre qui est là, mais que cette connexion, en tout cas, dans notre espèce, Homo sapiens, la connexion, elle est faite elle est liée, l'excitation, avec la connexion qui est avec l'autre. Donc, c'est crucial. Et que vous avez raison, c'est qu'on ne contrôle pas l'érection, mais l'excitation par les caresses, par l'imaginaire, par les mots, par les érotiques, ça, on peut l'activer, au contraire, la faire partie. Donc, oui, mais elle va s'activer par le désir, en fait, l'excitation. Elles sont liées, elles sont amplifiées par le désir. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc important, et vous l'exprimez très bien, Joël. C'est que finalement, l'excitation, elle est assez immédiate quand on est au moment de la puberté, parce que justement, tout est pulsionnel, excitant. Et au fil du temps, évidemment, elle est moins là, l'excitation. Et donc, c'est pour ça que c'est important de la nourrir par le désir, ce que vous savez très bien faire, en effet, quand vous fantasmez quand vous faites fonctionner votre cerveau sur des choses qui vous font fantasmer, ou quand vous caressez votre partenaire, et à ce moment-là, il y a du plaisir, du désir qui se met en place aussi. Donc continuez comme ça, parce que vous avez le mode d'emploi. La maîtrise. Oui, la maîtrise. Tout en ayant cette envie de ne pas faire appel au mode d'emploi. Non, mais vous avez compris comment vous pouvez faire fonctionner naturellement quelque chose qui ne fonctionne qui fonctionne pas par la volonté, quoi. C'est ça. Tout à fait. J'aurais volontiers posé une question à Vincent. Je vous écoute. Voilà, je n'ai jamais été quelqu'un qui avait des éjaculations abondantes, mais au fil du temps, je m'aperçois qu'elles sont moins énergiques dans le jet, sauf quand je suis dans une excitation totalement déconnectée, que mon plaisir et ma jouissance arrivent dans un moment où on m'a détaché du mental. Là, ça peut être très puissant, enfin un peu plus puissant que d'habitude, et j'aurais aimé savoir si je pouvais, de par mon alimentation, de par une forme d'hygiène de vie, renforcer, je dirais, la quantité de mon éjaculat. Alors, il n'y a pas de ténon miracle, soyons clairs, il n'y a pas de ténon miracle, complément alimentaire, etc. Donc, on peut avoir quelques idées, mais en fait, rien n'est approuvé scientifiquement, si vous voulez. Voilà. Cela étant, il y a, dans ce que vous dites, il y a la dimension orgastique, à savoir l'explosion du plaisir. Et là, cette explosion du plaisir, elle est du mental. Plus on lâche prise, plus d'excitation, plus vous avez un feu d'artifice qui est explosif, qui est fantastique. Et en même temps, cette excitation, ce niveau de plaisir n'est pas forcément corrélé à la quantité. Donc la quantité de sperme et la qualité de l'orgasme ne sont pas forcément synonymes. Parce que là, c'est la prostate qui participe, et on sait qu'avec l'âge, la prostate peut produire moins de sperme. Il peut y avoir aussi un déficit hormonal, donc tout ça, ça peut être lié par l'évolution naturelle du corps. Tout à fait. Je comprends et je l'accueille aussi avec plaisir. Très bien, parfait. Eh bien, merci Joël de ce témoignage tout à fait intéressant, qui peut aussi aider des hommes qui n'ont pas complètement encore réussi à s'adapter à l'âge, justement. Merci Joël. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à profiter de la présence de Vincent Hupertan, urologue et sexologue. Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Vincent Hupertan est avec nous et nous évoquons la sexualité des hommes seniors. À partir de quel âge on parle d'hommes seniors, Vincent Hupertan Alors, je n'ai aucune idée. Alors, je parle pas, parce que je ne parle pas de ça. Donc, à ma constatation, j'ai que des hommes jeunes. D'accord. Bon. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour monsieur le docteur Hupertan, bonjour Brigitte. Bonjour Pascal. Alors, vous avez 70 ans, hein, Pascal, oui, c'est bien tout ça à fait. Et vous avez eu, comme beaucoup de femmes et d'hommes, hein, c'est après 50 ans, en fait, hein, souvent qu'on se pose la question de l'âge et du fait qu'on est plus jeune, hein, c'est bien ça. En fait, à 50-55 ans, j'ai connu une période où je travaillais énormément, donc ça ne m'empêchait pas de rencontrer des femmes. Et puis là, j'ai commencé à avoir des pannes, j'ai commencé à avoir des problèmes d'érection, j'ai commencé à avoir des problèmes d'éjaculation. Et je me suis dit, tiens, bon, je suis comme tout le monde, ça commence à diminuer. Donc, j'ai une période de doute. Et puis, 10 ans après, vers 60, 65, j'ai arrêté de travailler, j'étais en retraite, donc beaucoup plus disponible et beaucoup plus à l'écoute de ce qui m'arrivait dans la communication et dans le contact avec les femmes. Voilà. Okay. Et j'ai rencontré des femmes qui m'ont permis de me dire, en fait, tu n'as pas de problème d'érection. Tu commences à avoir des problèmes d'éjaculation puisque c'est de plus en plus, long ou voire difficile parce que je me mets peut-être la pression. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert des femmes qui étaient très dans le désir, beaucoup dans le plaisir, et j'ai changé un petit peu totalement ma manière d'agir, ma communication verbale. Le regard, enfin avec les 5 sens en fait. Et il est vrai que les caresses, l'attention, la discussion, les petites attentions qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre, fait que le désir est maintenant revenu à, on va dire 80% par rapport à ma jeunesse. Et il est vrai que j'ai des érections qui sont bien préparées, bien présentes. Et le petit problème d'éjaculation, pour moi, est devenu un peu une qualité, puisque j'ai rencontré des femmes qui, en fait, aimaient bien faire l'amour, aimaient bien pouvoir elles-mêmes jouir même plusieurs fois. Et notamment les femmes qui sont clitoridiennes et vaginales en même temps, qui est un cadeau du ciel pour moi. Alors, votre témoignage est intéressant parce que finalement, ça prouve un peu ce que vous disiez, Vincent Hupertan. Hein. Quand l'hygiène de vie est bonne et quand la tête fonctionne bien, la sexualité fonctionne bien, quoi. Ça prouve que, l'hygiène de vie, elle est capitale, premièrement. Ça prouve, on le voit dans toute cette émission, que le rôle du mental, le rôle de bien-être dans sa peau, dans ça. Et puis, la connexion, parce que plus connecté avec l'autre, plus c'est explosif, quoi. Donc, on a ces dimensions-là de l'hygiène de vie, de la connexion émotionnelle, qui montrent qu'on peut devenir un très très bon amour à 70 ans, quoi. Oui, l'expérience fait que effectivement, à la fois on fait attention à l'autre, mais à la fois il ne faut pas s'oublier. C'est ça où ce que j'ai compris. Donc je pense à moi, mais je pense aussi à l'autre. Et cette communication est vraiment présente à tout instant, à tout moment. Des caresses qui sont simultanées ou des caresses de ma part ou de la part de ma partenaire, où j'ose me laisser faire aussi maintenant, alors qu'avant j'étais plutôt dans je dois faire, je dois exécuter, je dois réaliser. Et l'hygiène de vie est vraiment très importante. Je ne fume pas, je ne bois pas, je fais attention à mon alimentation, bien que j'ai un capital parents et grands-parents, diabète, problème de cardiologie, problème d'infarctus, problème de cancer d'intestin généralisé dans la famille. Et j'ai réussi avec cette hygiène de vie et une alimentation saine, en évitant au maximum l'alimentation animale. Je suis végétarien, mais flexible, quoi. Et je dois avouer que depuis 20 ans que je fais ça, je retrouve des sensations que j'avais un petit peu oubliées et ça me met en confiance. Donc le mental est bien présent. Donc vous pourriez dire que votre sexualité, finalement, elle est plus épanouissante qu'il y a 20 ans.
Tout à fait, tout à fait. C'est exactement cela. Je reviens juste sur la question de la viande, qui est un sujet très actuel aujourd'hui. Vincent Hupertan, viande et érection. Alors, c'est pas tellement, je pense que c'est la question d'une alimentation globale. Quelqu'un qui est végétarien, il va consommer moins de sucre. Il va faire attention à tous les gras, toute la graisse animale. On sait que c'est du cholestérol, donc c'est mauvais pour les artères, quoi. Donc, c'est hygiène de vie dans le sens global. Je fais attention à ce que je mange. C'est du bio, c'est végétarien. Donc, on sait que. Donc, c'est pas. J'ai pas des données scientifiques pour dire oui ou non. La viande, c'est mauvais pour la santé, mais globalement, c'est l'hygiène dans sa totalité, l'hygiène alimentaire dans sa totalité. Alors, une petite précision que je me permets de vous apporter pour être tout à fait franc et honnête, c'est que j'ai, il y a une quarantaine d'années, grâce au médecin du travail, eu connaissance que j'avais du diabète, du cholestérol, triglycérides. Triglycérides où j'ai monté à 5,5. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et puis le fait d'arrêter de boire de la bière, d'arrêter de manger de la viande, d'avoir une alimentation saine par rapport au potager que j'ai, des légumes sains, une eau filtrée, enfin un ensemble de choses. J'ai du diabète que j'arrive maintenant à vivre avec, quoi. Je suis un ancien apiculteur, donc imaginez le regret de ne plus manger de miel et d'avoir le moins de sucre possible. Et c'est vrai, se désintoxiquer du sucre, c'est cérébral, et on arrive à avoir des alimentations, des repas absolument fantastiques avec beaucoup de plaisir, sans toutefois avoir du sucre, sachant que j'ai 2-3 précisions à apporter. Quand je veux du sucré, je prends du sirop d'agave ou du sucre de fleurs de coco qui sont très 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 bien tolérés et qui m'empêchent de faire remonter mon taux de glycémie. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que suite, il y a une dizaine d'années, à un contrôle de prostate à l'hôpital, par rapport à mon analyse de diabète, le médecin m'a conseillé de prendre du Tadalgil en 5 mg tous les matins. Et je dois avouer que ça aussi, ça doit pouvoir aider, je pense. Ça montre que votre énergie est très important parce que d'un côté, sur le plan alimentaire, ce que je disais, c'est l'ensemble des choses. Et que la partie génétique, parce que diabète, tout ça, vie quotidienne passée par rédhibitoire, c'est qu'il suffit de changer radicalement son hygiène de vie au niveau alimentaire, vous l'aviez bien dit. Et puis, il ne faut pas hésiter de faire un bilan très tôt. On a vu des triglycérides, donc vous avez pris en connaissance ce qu'il faut faire, et que le tadalafil, c'est de la tadalafil, c'est un traitement qui a un effet positif au niveau urinaire et érectile parce que ça agit purement au niveau cardiovasculaire. Donc, ce qui explique entre autres la qualité de votre érection aujourd'hui. Oui. Sachant que je me répète peut-être, mais le fait d'avoir à mon âge des difficultés pas des difficultés, mais d'avoir le moment de déclenchement de l'éjaculation où je ressens que je vais éjaculer parce que ma partenaire a du plaisir, le vagin se resserre et je ressens beaucoup plus de choses, et à ce moment-là, ça me déclenche mon envie d'éjaculer, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que quelque part, je me laisse aller et ça vient tout seul, mais ça ne vient pas tout de suite. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de femmes qui, en dehors des caresses, en dehors des attentions, en dehors d'une certaine douceur, la pénétration est quand même, d'après les expériences que j'ai, les rencontres que j'ai eues, la pénétration est quand même pour de nombreuses femmes importante. Est-ce que c'est une question de culture? Je crois que c'est surtout une question de ressenti de la partenaire. Oui, je crois, c'est certainement une question de connexion, parce que du coup, il y a les psychés, il y a le corps, donc c'est quelque chose de très important. Donc c'est d'où l'importance chaque fois qu'on peut de traiter l'érection, évidemment. Oui, mais il y a aussi une question de culture. Il y a des cultures, mais on va pas. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a des cultures où c'est encore plus important que dans d'autres cultures. Mais en tout cas, oui, bien sûr, la pénétration, elle permet aux deux corps d'être réellement en fusion totale. Hein. On peut pas dire le contraire. Ce serait ridicule de penser que la pénétration n'est pas importante. Et évidemment, et je pense que aussi bien les hommes que les femmes pourraient le confirmer. Mais en tout cas, merci Pascal de votre témoignage. Merci beaucoup. On fait une petite pause. Je vous propose dans l'offre conseil d'évoquer les
4 types d'amoureux qui existent. Et puis, on continue bien sûr à répondre à vos questions. Vous avez des petits soucis d'érection, vous avez des questions à poser à Vincent Hupertan. Il est avec nous jusqu'à 16h. Profitez-en. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Vincent Hupertan, quel type d'amoureux peut-on rencontrer ? En fait, on pourrait les classifié en 4 types que je vais donc décrire. Voilà, ça peut être intéressant puisque c'est bientôt l'été, les rencontres, enfin c'est déjà l'été d'ailleurs, hein, les rencontres amoureuses. Voilà. Alors d'abord, on va parler des personnes qui sont un peu dans style hystérique, hein, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont fortement émotionnelles et qui sont souvent en recherche de fusion. Hein. Donc celles-là, vous les reconnaissez assez facilement parce qu'elles sont assez, elles débordent, ça déborde. Hein. Ensuite, vous avez les personnes peureuses qui souvent ont un petit peu peur de l'engagement ou ont peur d'être abandonnées. Donc voilà. Et puis vous avez ce qu'on appelle les excentriques, hein, qui en font beaucoup, mais qui en font beaucoup dans le sens pas comme les personnes fortement émotionnelles. Hein. Ce sont des personnes qui vont peut-être surjouer, hein, la relation. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les manipulateurs ou manipulatrices. Voilà. Alors évidemment, suivant le cas, comment vivre en amour avec ces personnes-là. Alors on va commencer par exemple par les excentriques. Il faut accepter leur besoin d'exister. Hein. Quelqu'un qui est excentrique, il a besoin d'en faire beaucoup. Il a besoin souvent de prendre la décision de l'endroit où on va sortir, etc. Mais en fait, ce sont souvent des personnes qui ont énormément besoin de plaire, mais qui sont aussi souvent très généreuses. Voilà, donc ça a des qualités, ça a des défauts. De toute façon, les 4 types ont des qualités et des défauts. Les émotionnels, ils vont être débordants d'amour. Ils vont pas arrêter de vous faire des belles déclarations. Ils vont avoir généralement assez d'empathie, mais ils sont pas toujours très solides concrètement, parce que comme justement ils sont très dans l'affect, tout ce qui est d'ordre concret, ils perdent parfois un petit peu le fil. Et ils sont souvent plus en demande, hein, les personnes qui sont dans l'émotionnel, voilà. Alors les peureux, c'est souvent des gens assez passifs, hein, qui sont. Mais en revanche, quand il y a une relation qui s'installe avec quelqu'un qui est un peu peureux, c'est assez fiable parce que si vous savez les rassurer, anticiper leurs peurs, ça peut être quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment finir par vous engager et avoir un bon engagement. Et quant aux manipulateurs, je crois que vous serez d'accord, Vincent Hupertan, il faut les fuir. Hein. De toute façon, on n'a rien à gagner. Le plus impossible. On n'a rien à gagner avec quelqu'un qui serait manipulateur. Voilà, donc c'est un peu caricatural ce que je dis. Il est évident que souvent il y a un peu de type. Hein. C'est jamais 100% Mais c'est intéressant parce que si vous avez bien écouté, vous verrez, vous pourrez classer la personne que vous rencontrez plus ou moins dans un type ou dans l'autre. On continue avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Hupertan. Bonjour Patrick. Qui a la trique, évidemment. Ça arrive. Bon, c'était facile, hein. C'est franchement... Ah, ça me rappelle l'armée, c'est bien ça. Oui. Alors racontez-nous. Écoutez-moi, il y a à peu près 1 an et demi, alors que j'avais jamais eu de soucis d'érection, il est arrivé coup sur coup avec ma femme. Nous avions une relation et j'ai pas eu l'effet escompté. Ça commençait bien et il n'y avait pas d'alerte, tout allait bien, et c'est au moment de la pénétration qu'il y a eu de la perte en ligne qui ne s'est pas rétablie par la suite. Donc ça m'est arrivé c'est ça, 2 ou 3 fois de suite. Alors au début j'étais un peu surtout gêné, mon épouse ça aurait pu passer pour de la perte de désir pour elle ou qu'elle n'était pas assez bien pour moi, donc j'ai tout de suite rassuré en disant non, c'est pas ce que tu crois chérie, je te trouve très belle et très désirable, mais juste j'ai un petit problème technique que je n'avais pas vu venir. Alors la façon dont j'ai traité l'affaire dans un premier temps, puisque c'était momentané, je l'espérais, et puis que par ailleurs j'avais aussi des érections dans la journée, c'est de manière un peu impromptue.
Donc à ce niveau-là, ça allait bien. Et bien, je me suis concentré sur la relation intime et on est passé d'abord, moi, pour lui faire plaisir, hein, comme disait Monsieur Desproges, les hommes qui disent que les femmes sont des frigides sont de bien mauvaise langue. Donc on a d'autres moyens d'avoir une relation intime avec sa partenaire. Donc j'ai utilisé ces autres moyens qui ne m'entraient pas d'ailleurs, et sans même d'ailleurs penser à avoir pénétration. D'ailleurs, je dis, il faut d'abord qu'on soit bien à l'aise, qu'on trouve du bon temps ensemble. Et pas mettre la pression de se dire la prochaine fois ça n'a pas marché 2 fois, j'ai jamais trop fait de suite, quoi. Et c'est bien parce que d'abord vous donnez du plaisir à votre compagne, vous lui prouvez que vous vous intéressez à elle et que vous avez envie de lui donner du plaisir, donc ça c'est bien pour elle. Et ensuite vous débranchez un petit peu l'idée qu'il faut absolument avoir une érection. Donc ça a 2 effets positifs de passer par ce stade-là. Ça permet de ne plus avoir l'érection comme une obligation. C'est pas une nécessité. Et que l'érection, on l'appelle, elle n'est pas là. On l'appelle pas, elle arrive, quoi. Donc il suffit justement de faire autrement et que l'érection peut très bien. Il faut être plus malin qu'elle. Absolument. Il faut être manipulateur. Surtout, j'ai pas voulu rentrer dans le cercle de tiens, maintenant que j'ai peur que ça se reproduise de nouveau, on va éviter le rapport intime, comme ça il se reproduira pas. Donc pour contourner le potentiel échec, c'est de savoir de retrouver de l'intimité et du plaisir à être ensemble, parce qu'en plus c'est vrai qu'on est d'avoir 2 enfants coup sur coup, et puis là en plus on en a pas un 3e, donc les rapports intimes étaient un peu plus espacés, et je voulais les en avoir de nouveau et que ce soit très agréable. Et de fait c'est très agréable pour moi. Je pense aussi, de mon point de vue, mon plaisir il est aussi assez cérébral, et le plaisir que je donne me donne presque autant de plaisir que celui que je peux recevoir, mais mentalement. Bien sûr. Le shoot que ça représente de faire jouer à ma femme, c'est c'est intense et c'est très. Je pense que c'est comparable d'ailleurs à l'orgasme physique, et je suis aussi apaisé après. C'est assez étonnant. J'ai une sorte de repos. Donc c'est comme ça qu'on a traité, qu'on a traité la chose. L'avantage aussi, c'est que justement j'étais avec ma femme, avec lequel on a une bonne relation aussi de dialogue. Donc il n'y a pas eu je vais bouder dans mon coin ou je vais rester seul avec mon problème, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, et inversement elle qui peut, s'il n'y a pas de dialogue, elle a pu commencer aussi à se faire des choses dans sa tête en disant ça y est, peut-être qu'il m'aime plus, peut-être qu'il me désire plus, que il a pris une maîtresse ou je ne sais quoi. Il a pris une maîtresse et là il n'a pas l'énergie pour les deux, donc c'est vraiment embêtant. Donc il n'y a pas eu de fantôme dans le placard, et moi si j'avais une question pour Vincent, ce serait là j'ai 53 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors d'avoir une hygiène de vie que je n'ai pas, en gros pas trop manger et faire un peu de sport? Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qui dans l'avenir, parce que finalement ça m'a mis aussi le doigt sur quelque chose, c'est que mes facultés physiques, j'espère les faire durer plus longtemps, mais elles vont pas perdurer aussi longtemps que j'aimerais peut-être, et ce qui était naturel peut devenir un peu moins naturel avec le temps. Comment on peut faire pour prévenir ce type de risque, ou voilà, comment on peut améliorer et prévenir le risque de perte d'érection? Alors, premièrement, vous avez dit la hygiène de vie, elle est là, j'en parle plus, on a déjà parlé dans cette émission. Deuxièmement, je crois que dès qu'on a des troubles érectiles autour de la quarantaine, 40-45 ans, faire un bilan, un check-up complet au niveau métabolique, cholestérol, diabète, testostérone, faut pas oublier la testostérone, c'est un élément important parce que ça permet de réajuster. Parce que tout en a des maladies, par exemple, on a vu dans le reportage, l'intervention précédente, et qu'un diabète, si on prend en charge, on peut contrôler. Voilà. Donc on sait que le diabète, c'est un pouvoir ça va entraîner des troubles érectiles. Donc un bilan, et puis si on voit, alors au niveau cardiovasculaire, arrêtez de fumer. Non, mais ça on n'en parle plus. Là on a déjà dit, voilà, c'est les éléments clés, Mais au-delà de ça, une fois qu'on a intégré les éléments clés de l'alimentation, d'hygiène de vie, un bilan biologique, ça permet de dépister des choses qui n'ont pas de traduction clinique, parce qu'on le voit qu'au niveau à travers des prises de sang. Il ne faut pas attendre la complication. Oui, on ne sait pas si on a du diabète, si on n'a pas fait les analyses. Exactement, on peut le voir, tout à fait ça. Et puis ensuite, au niveau cardiovasculaire, c'est montré. Les Américains disent, s'entraîner, no pain, big gain, à savoir une activité physique non douloureuse, cardiovasculaire, permet de maintenir l'érection. Et puis, si malgré tout, consulter, et puis parfois des traitements de type tadalafil, des IP2,5, pris dans le monde, non pas dans le traitement
récréatifs, ponctuels, un comprimé une heure avant, mais des traitements continus sur des périodes de 3 à 6 mois permettront de retrouver une espèce de rééducation caverneuse. Et puis il y a d'autres traitements qui arriveront prochainement. On a le PRP, on a des endochocs, d'autres traitements qui peuvent compléter cet effet anti-âge sous l'érection. En tout cas, la bonne nouvelle quand même, Patrick, c'est que déjà vous pouvez agir un petit peu en amont et donc maintenir une bonne érection. Et ensuite, même s'il commence à y avoir des failles, il y a aujourd'hui quand même beaucoup de choses qui permettent de subvenir aux petites failles qui peuvent arriver. C'était pas le cas il y a 30 ans. Hein. Oui, c'est vrai, c'est des progrès fantastiques en pharmacologie, en prise en charge, en compréhension de mécanismes. Et voir la santé comme une dimension globale, pas que l'érection. La santé, c'est en tout, l'érection en faisant partie. Donc il faut que j'arrête de me comporter en enfant gâté qui n'a jamais eu de problème de santé et que je commence à faire quelques tests de temps en temps pour être sûr que tout va bien mais je pense à tous les niveaux. Encore une fois, je pense que passer 50 ans, c'est pas idiot d'aller faire un test de santé générale. Exact. Je crois même qu'il y a, c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est un sécu, mais au-delà de ça, voilà, c'est bienvenue au club. Donc il faut déjà parler par le médecin de famille si vous en avez un, donc faire un bilan, c'est toujours utile parce que l'érection peut démasquer un nombre incalculable de maladies et qu'on peut voir pas du tout sur le plan clinique, mais uniquement à travers des bilans biologiques. Voilà, je crois que votre question était intéressante parce qu'elle concerne beaucoup d'hommes aujourd'hui, puisqu'on sait que la population vieillit, il y a énormément d'hommes qui... Et c'est vrai que pourquoi attendre d'avoir la première panne pour... C'est ça. C'est peut-être pas plus mal de faire un petit bilan en amont. Exactement. 50 ans, c'est ça l'âge, Vincent Hupertan, vous diriez ? Dès qu'on a le trouble érectile, d'accord. Pas 40-45, je dirais même, je pense qu'il faut une médecine plutôt plus préventive, parce qu'on attend, si vous avez un diabète qui a commencé à 40 ans, à 50 ans, c'est trop tard. Donc ça fait 10 ans que vous êtes passé à côté. C'est trop tard, c'est moins bien. C'est moins bien, mais je veux dire, c'est déjà, on attend la phase des complications. Donc du coup, voilà, c'est passé des 40 ans, ça vaut le coup de faire un bilan biologique, ce qui est souvent réalisé par les médecins et proposé par la sécurité sociale. C'est toute la différence avec les femmes qui, de toute façon, de par leur nécessité à aller consulter un gynéco, elles sont suivies sur le plan diabète, par exemple, parce qu'il y a des analyses de sang qui sont faites. C'est le décalage de la santé masculine sur la santé féminine, donc on est beaucoup plus en prévention, donc un diagnostic beaucoup plus précocement au total des maladies. Eh bien, merci Patrick, en tout cas. Merci à vous. Ben, je vous en prie. Puis donc, je ne sais pas prendre rendez-vous alors. Voilà. Super, merci Patrick. Mais tout va bien, il ne faut pas non plus imaginer que tout le monde a des problèmes de santé à partir de 40 ans. Allez, une petite pause et on va conclure toujours avec Vincent Hupertan qui est avec nous. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue et sexologue. Je rappelle le titre également de votre livre, l'Encyclopénis. C'est aux éditions Le Duc, où vous avez également de nombreuses réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Sur ce petit organe qui est quand même assez étonnant, parce que c'est vrai que les principes de l'érection, c'est quand même un truc assez... C'est fou. Ouais, c'est vrai, il faut reconnaître. Bonjour Daniel. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Daniel. Tout d'abord, je voudrais féliciter Brigitte pour sa fantastique reconversion. Je la suis depuis très longtemps sur l'autre radio déjà. Et puis bravo, c'est tout pour les choses, pour tout ce qu'elle apporte. Merci. Voilà. Alors, je vous pose ma question, je l'ai posée à votre gentil... Oui. Voilà. Alors j'ai 70 ans, j'ai eu 70 ans au mois de mai dernier. J'ai subi il y a 3 mois une opération de la prostate, c'était pas cancéreux, c'était juste une réduction de volume, parce que c'était un peu grosse. C'était un adénome de la prostate. Voilà. Et mon urologue m'a dit que malheureusement, j'aurais plus d'éjaculation externe, que dorénavant, ça passait dans la vessie. Et ça n'empêche ni les érections qui reviennent tout doucement, puisque c'est encore... et ni l'orgasme. Donc moi, j'aimerais savoir, Vincent, s'il y a une solution, soit médicamenteuse ou chirurgicale, pour pouvoir à nouveau avoir des érections, des éjaculations extérieures. Voilà.
ma question. Alors la question, elle est simple. C'est que la partie qui obstruée, qui constitue l'adénome, qui a justifié la chirurgie, parce que c'est pour ça qu'on vous opérait, c'est qu'il y avait un problème obstructif, donc que les traitements ne marchaient plus. Elle participait activement à l'éjaculation, donc du coup vous avez ce qu'on appelle plutôt un orgasme sec, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune émission de liquide. Est-ce que c'est rétrograde ou est-ce que c'est en éjaculation, on ne sait pas toujours, hein, et que ça c'est un problème purement mécanique. On a retiré quelque chose et que là il n'y a rien. Alors il n'y a aucun médicament ni acte chirurgical qui permettrait de rétablir une éjaculation comme celle d'avant. Ah d'accord. Oui, c'est... D'accord. Il y a juste une petite émission, si je peux me permettre, il y a juste une petite émission humide, on va dire, après. Bah ça doit être de la lubrification sans doute. Là, voilà, je pense. Dans certains cas, il y a aussi un petit reliquat. Donc, on sait qu'un certain nombre d'hommes peuvent récupérer tout à fait naturellement après, mais le nombre est rare. Donc, voilà, il faut partir de l'idée que la chirurgie entraîne uniquement ce problème mécanique d'émission de sperme qui n'a plus lieu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la prostate qui envoie du liquide dans lequel baignent les spermatozoïdes. Et comme il n'y a plus de prostate... Alors, non, c'est qu'il y a l'adénome. Je ne sais pas que j'ai pu, hein. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne ou l'adénome de la prostate. Donc, dans la prostate, il y a deux parties. La partie centrale, celle qui produit la partie glandulaire, qui s'est hypertrophiée, qui bloquait l'urètre. Donc, on n'a retiré pas la prostate, mais juste la partie centrale. Mais c'est la partie qui produit majoritairement le liquide séminal. Donc, du coup, il n'y a plus ce liquide ou ce liquide n'est plus poussé à l'extérieur. Ah, d'accord. Ok, alors, donc c'est normal. C'est tout à fait normal et ça n'a aucune importance, si ce n'est que pour beaucoup de personnes, en effet, on aime avoir entre guillemets la preuve. Et il y a des femmes d'ailleurs que ça gêne beaucoup, c'est vrai. Ça peut être cet orgasme qui est sec, ça peut être très, très problématique. Il y a des cultures d'ailleurs dans lesquelles le sperme, c'est le symbole du plaisir masculin. Sans le lait des hommes, il n'y a pas de plaisir. Donc l'orgasme féminin, il est conditionné même à avoir cette éjaculation, cette jouissance visible. D'accord. Mais il ne faut pas hésiter à le dire à votre compagne ou à votre partenaire. Généralement, on le sait parce qu'en principe, on prévient les patients avant l'opération. On leur dit, écoutez, c'est quelque part, c'est une opération de nécessité. Voilà, on le fait par nécessité. Et que deuxièmement, on prévient les gens, écoutez, il se peut qu'en post-opératoire, il y ait des fortes chances qu'il n'y a plus cette éjaculation visible. D'accord. Mais normalement, en ça même ne temps, doit... ça évite. Oui, ça évite de salir les draps. C'est facile de voir les choses. J'ai eu ça, docteur. Je suis content. Merci, docteur. Des éjaculations précoces. Ah oui, mais si vous avez un orgasme précoce, vous allez quand même perdre votre érection. Ça ne change pas la durée, le temps de latence. Précoce ou pas, c'est toujours court, du coup. Sauf traitement. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à consulter pour avoir des traitements qui permettent d'avoir une durée plus longue. Parce que finalement, je pense que votre partenaire sera plus satisfait si on gagne un temps, malgré si on a perdu le volume. Donc il y a des solutions pour les érections, pour allonger la durée d'érection en fait. Retarder l'éjaculation. Il existe des traitements pour retarder l'éjaculation, pour avoir un meilleur contrôle sur l'éjaculation. C'est ça, absolument, il existe. Il faut parler. Vous avez un neurologue, il faut en parler, il doit en savoir. Sinon, il doit avoir des médecins qui peuvent vous conseiller. Tout à fait. D'accord. Écoutez, merci à tous les deux et puis. Bonne fin d'émission et bonne continuation à Brigitte. Merci Daniel, on va continuer justement, évidemment. Oui. Et puis parce que je crois qu'on a beaucoup encore à dire sur la sexualité et il y a encore beaucoup de choses qui sont finalement peu connues. On termine avec Roch qui nous a rejoint. Bonjour Roch. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Hypertin. Bonjour Roch. Oui, bonjour. Alors, c'est la première fois que j'interviens depuis 2001. Depuis que Brigitte a commencé cette émission, je la suis toujours. Merci. Vraiment, on pensait qu'on connaissait tout, mais bon, on apprend beaucoup tous les jours. Mais moi aussi, Roch, tout le monde apprend. J'ai essayé d'appeler, bon, je ne passais pas. Aujourd'hui, c'est une date que je vais noter, mieux vaut tard que jamais. Alors, bon, pour revenir à la problématique d'aujourd'hui, bon, c'est qu'en ce moment, depuis 3 semaines, j'ai une érection douloureuse. C'est-à-dire, au repos, je sens rien.
Même avec une palpation, je sens rien. Mais dès que l'érection commence, et là, j'ai une douleur, jusqu'à ce que l'érection soit au maximum et tout. Bon, quand c'est au maximum, c'est encore plus douloureux. Dès que... C'est-à-dire, il n'y a plus d'érection et la douleur part. Voilà. Vous avez quel âge? 63. 63 ans. Et l'érection, elle est toujours de bonne qualité ou elle est moins bonne que d'habitude? Ah non, très très bonne qualité. Très bonne qualité, quoi. Ok. Oui. Est-ce que vous avez observé une érection, une déformation du pénis? Est-ce que vous semblez qu'il y a quelque chose qui bouge? Est-ce que c'est aussi droit qu'avant? Est-ce que c'est aussi long qu'avant? Ou il y a un changement? Pas vraiment de changement. La droiture, c'était toujours... il n'y avait pas de gêne sur ce niveau-là. Je n'ai pas remarqué vraiment de déformation. D'accord. Okay. Seulement que au fur et à mesure que la douleur, que ça continue, j'ai remarqué un genre d'anneau. Oui, c'est ça. En bas de, juste au niveau des testicules. À la racine du pénis, d'accord. À la racine. Un anneau, genre d'anneau. Voilà. Alors, écoutez, on sait je suppose qu'il s'agit de ça, parce que il faut examiner, voir clairement à la palpation ce qui se passe. On pense que ça a l'air d'être ce qu'on appelle la maladie de la péronie. La maladie de la péronie, qu'est-ce que c'est? C'est au niveau de l'albuginée. Vous savez, les deux corps caverneux sont entourés comme des pneus par une albuginée, c'est une membrane assez épaisse, c'est comme une cicatrice, il y a une perte d'élasticité localisée. Ce qui fait que l'anneau en question, l'anneau que vous sentez, qui peut parfois entraver le flux sanguin, mais surtout, dans la phase inflammatoire, qui dure environ 1 mois, donc c'est très courte, au début de la maladie, elle est douloureuse. L'érection, douloureuse, uniquement d'érection. Donc avant, au repos, il n'y a rien. C'est une érection que c'est douloureux. Une fois l'érection répartie, la douleur disparaît. Donc c'est la phase initiale. Donc la maladie de la péronie, et là, il n'y a qu'un conseil. Il faut consulter un neurologue, si possible un neurologue qui a une expertise en maladie de la péronie. Pourquoi? Parce que il y a des traitements, et des traitements précoces permettent de contrôler, d'éviter une déformation, parce que c'est ça le risque. Le risque, c'est quoi? C'est la douleur va disparaître. Le pénis se courbe. Exactement. Que la douleur disparaît toujours. La douleur va disparaître, mais au moment où la douleur disparaît, il y a une déformation, il y a une perte de quelque chose. On perd la longueur, on perd la rectitude, donc il y a une déviation, voilà. Et que plus on va traiter trop tôt, plus il y a des chances de guérison. Plus on va retarder, plus il peut y avoir des conséquences c'est mon inquiétude, je sais pas. Il faut consulter un médecin, donc il faut chercher un médecin qui traite la maladie de la péronie. C'est François Gigot de la péronie, c'est un médecin français, celui qui a découvert, et donc du coup la maladie porte son nom, c'est François Gigot de la péronie, donc c'est la maladie dite de la péronie que vous êtes a priori au stade initial qu'il faut prendre en charge rapidement si possible. D'accord, ok. Bon, en passant toujours par le médecin généraliste. Oui, généralement, le médecin généraliste. Oui, mais vous avez un diagnostic au cas où. Voilà, c'est ça. Cas où votre médecin parfois, si le médecin traitant, on a du mal à trouver le médecin traitant à rendez-vous. Voilà. Effectivement, chaque fois que possible, on respecte le parcours de soins. Mais si c'est 3 mois pour avoir un rendez-vous journaliste pour un courrier où c'est marqué pas grand-chose, il vaut parfois mieux passer d'emblée chercher un médecin géographiquement proche de où vous habitez, parce que ça dépend des endroits, qui prend en charge. Voilà, vous avez la chance, parce qu'au région parisienne, il y a plusieurs médecins qui traitent des maladies de la péronie avec pas mal de résultats, parce qu'il y a des traitements nouveaux prometteurs. Et la péronie, ça s'écrit avec un Y, si je C'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Comme ça, vous pouvez aller vérifier un peu plus en détail de quoi il s'agit. Mais en effet, plus vous allez aller vite, moins il risque d'y avoir de séquelles. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour le plan physique, mais sur le plan psychologique, ça peut être dévastateur. Non, mais je veux dire, sur le plan de la santé, c'est pas grave. Maintenant, c'est quand même embêtant d'avoir un pénis qui peut se déformer. Exactement. Voilà. Mais je préférerais rassurer Roch quand même sur le plan de la santé, ça fait pas mourir, quoi. C'est ce que je voulais dire. Exactement, on est d'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut le plus rapidement possible, tant qu'à faire, régler ce problème
pour voir comment vous pouvez en amont éviter la déformation. Voilà. Merci Roch d'avoir appelé. Vous voyez comme quoi, c'est ça. Au bout de 20 ans, on peut être utile. Hein. Et merci en tout cas de votre fidélité, Roch. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, et Vincent Hupertan, je crois qu'on a bien avancé. Tous nos hommes là qui sont encore en pleine forme, ils vont le rester longtemps grâce à vous. Voilà, écoutez, je suis bonne ravi. nouvelle. C'est une très belle émission. On a eu on a vraiment un éventail de plein de situations qui concernent l'âge. Voilà, vous avez donné beaucoup d'informations. Ça montre que la sexualité continue tout au long de la vie. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête et qu'il y a une question d'expérience et que derrière, l'hygiène de vie, c'est important. Demander un avis médical, c'est important. Qu'il faut pas la résilience, l'acceptation, voilà, comme une fatalité. Oui, de toute manière, après Saint-Anne, c'est mort. Ça, c'est la chose à éviter, quel que soit. Il y a beaucoup d'espoir. Merci beaucoup Vincent Hupertan. Merci à tous. Et puis tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera en compagnie de Stéphane Clerget et on va parler de l'hypersensibilité. Est-ce que c'est un obstacle à l'amour? C'est pas toujours simple quand on est hypersensible, l'amour, mais on en saura plus demain. Eh oui.